Bonjour tout le monde. J'étais peut-être un peu prétentieux avec mon titre, mais enfin on va voir. C'est un défi. On va parler un peu de tablettes. Je vais essayer de vous aiguiller un peu dans ce monde des tablettes, donner quelques informations qu'on a l'habitude de communiquer en formation, mais sur un temps beaucoup plus long évidemment. Donc ça va être des choses très très courtes, très précises, très courtes. Pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que j'apprendrai rien. J'espère apprendre à certains quand même un peu. Donc on va parler un peu de tablettes. On va parler très peu d'applications. Je suis désolé, mais les applications, ça ressemble surtout à ça en ce moment. Et ça change tout le temps. Là, on va encore en découvrir une d'ailleurs, avec Piccolo. Donc le monde des applications est un monde qui ressemble plutôt à une jungle, qui bouge tout le temps qu'à autre chose de très clair. Mais bon, je vais quand même donner quelques indications pour essayer d'éclaircir un peu le chemin, autrement qu'à coup de machette. Là, on a vu très vite avec Thierry d'ailleurs qu'avant de parler vraiment de tablettes, il peut y avoir également quelques outils qui vont nous aider à travailler le système de cause à effet. On en a parlé un peu tout au long de la journée, mais il existe des outils extrêmement simples qui vont être quelques aides qui vont nous permettre de voir si nos enfants, nos adultes avec lesquels on travaille ont quand même déjà au moins une relation de cause à effet, une compréhension de la relation de cause à effet, une compréhension de l'apprentissage, une compréhension de ce que va être ensuite un outil de communication. On va voir très vite, rapidement, une vidéo. Je vais avancer déjà parce que le début n'est pas très intéressant. Voilà. Donc là, on a par exemple un contacteur parlant. Hello everybody, music time. Hello everybody, it's music time. Hello everybody, it's music time. Hello everybody, good job. It's music. Voilà, j'arrête là. Mais bon, il y a des petits outils comme ça qui permettent déjà de voir si la personne comprend la relation de cause à effet. Ensuite, les outils comme ça, on peut en faire de toutes les couleurs. Il y a tous les outils qu'on veut. On peut mettre des pictogrammes dessus. Et voilà, travailler la relation déjà de cause à effet simplement. Et si l'utilisateur commence à comprendre qu'en appuyant sur tel ou tel pictogramme, il a tel ou tel résultat, ça veut dire qu'ensuite, on va pouvoir travailler sur des tableaux de pictogrammes ou d'images ou de photos. De la même manière qu'il existe des petits outils comme ça, il existe aussi des logiciels qui vont faire la même chose. On en a déjà vu rapidement dans la présentation précédente, mais il y a par exemple un petit outil qui s'appelle Look to Learn, avec lequel on va pouvoir travailler également le cause à effet avec des types de handicaps sévères. Ou alors aller viser des tartes à la crème par exemple. C'est une activité qui est ludique, donc on observe beaucoup de plaisir chez les enfants, c'est-à-dire qu'ils jouent avec son regard, le regard est la souris de l'ordinateur. Voilà, j'arrête là, la vidéo est plus longue, mais je suis obligé de faire assez court. Des logiciels comme ça sont extrêmement intéressants parce qu'il suffit de placer la personne devant l'écran, de lui mettre un jeu, on voit tout de suite s'il y a une certaine réaction. Je dis simplement s'il y a une certaine réaction, ce n'est pas forcément une vraie compréhension. Certains outils sont extrêmement simples. Le coup de la tarte à la crème, où je regarde les photos des gens qui apparaissent à l'écran, me permettent de savoir que la personne est capable de regarder l'écran au bon endroit, pas forcément qu'elle reconnaisse ce qu'elle voit. Il faut être prudent dans nos interprétations. Mais n'empêche qu'il y a quand même tout de suite une interaction qui se fait. Permet quand même déjà de travailler là-dessus. Alors, les tablettes. Je vais vite. Les tablettes, encore une fois, je vais enfoncer les portes ouvertes pour certains ou certaines. Toutes les tablettes ne fonctionnent pas avec le même système d'exploitation. C'est bien ça qui nous embête d'ailleurs, puisqu'il existe en gros 3 systèmes d'exploitation, vous le savez, soit Windows, il y a des tablettes Windows comme sur nos ordinateurs, soit Android, comme sur la plupart de nos smartphones, mais pas forcément tous, soit
iOS, comme on va trouver sur les iPads et les iPhones. Attention, dans le domaine de tout un chacun, on achète bien la tablette qu'on veut, mais dans le domaine du handicap, il y a des petites nuances quand même, c'est-à-dire que tous les systèmes d'exploitation n'ont pas tout à fait les mêmes possibilités. Surtout pour les personnes qui n'ont pas la capacité physique d'aller appuyer sur l'écran. Si je peux appuyer sur l'écran comme tout le monde, je vais pouvoir me débrouiller avec en gros n'importe quelle application. Par contre, dans le public auquel on a affaire, certaines personnes ne peuvent pas physiquement aller appuyer sur l'écran. Et là, il y a des différences. Si vous êtes avec Windows, si vous utilisez une tablette Windows, eh bien, vous allez pouvoir utiliser tous les équipements adaptés aux personnes handicapées qui ont été créés dans le monde. C'est historique. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de tablette, ou 25 ans, il n'y avait pas de tablette, et pourtant, il y avait déjà des systèmes d'accès aux ordinateurs prévus pour les personnes avec un handicap moteur. Donc tous les développeurs du monde qui ont cherché à faire utiliser un ordinateur pour quelqu'un qui n'était pas capable de taper au clavier ont développé sous Windows, puisqu'à l'époque, il n'existait rien d'autre, en gros. Donc sous Windows, avec une tablette Windows, vous allez trouver toutes les souris adaptées. Quand je dis souris adaptée, ça va de la souris qui a une forme bizarre jusqu'à une commande par le mouvement de la tête, une commande par le mouvement de la bouche, comme on peut voir à l'écran. Donc tout ça est accessible sous Windows. C'est un peu moins vrai pour les autres systèmes d'exploitation. Admettons que vous ayez par exemple une tablette sous Android. Eh bien, si vous avez acheté une tablette Android à 80 € chez Leclerc, elle risque fort de ne pas accepter les systèmes, les souris spéciales adaptées aux personnes handicapées. Parce qu'une tablette Android doit respecter un protocole qui s'appelle OTG, avec un petit câble qui est un câble OTG. Vous branchez ce câble sur votre tablette, vous branchez votre souris adaptée dessus, et vous allez pouvoir utiliser votre tablette Android avec une souris. Et donc avec toutes les souris spéciales qu'on vient de voir, d'apercevoir rapidement. Donc c'est un petit truc quand même qu'il faut savoir, c'est que si une tablette Android n'est pas OTG, vous ne pourrez pas la faire utiliser avec une souris adaptée. Si elle l'est, oui, à condition d'avoir l'adaptateur. Si vous êtes avec une tablette utilisant iOS, donc un iPad en fait, là c'est un petit peu plus compliqué encore parce que ça va dépendre de votre version d'iOS. Il y a une petite révolution cette année, c'est qu'Apple a sorti iOS 13. Avec l'iOS 13, donc ce qui vient de sortir, vous pouvez brancher un adaptateur et brancher une souris Windows dessus. Ça veut dire n'importe quelle souris adaptée du coup. Donc depuis l'iOS 13, c'est récent, vous pouvez utiliser un iPad avec une souris. C'est récent. Parce que si vous avez un iOS plus ancien, vous ne pourrez pas utiliser n'importe quoi sur votre iPad. Et si vous avez un iOS encore plus ancien, c'est-à-dire avant iOS 10.2 pour être précis, vous ne pourrez pas non plus utiliser des souris qui avaient été spécialement faites pour iPad. Voilà. Donc avec iPad, il faut être vigilant à sa version d'iOS parce que si c'est une version un peu ancienne, vous ne pourrez pas la faire utiliser par quelqu'un qui n'est pas capable d'appuyer sur l'écran. Enfin, vous ne pourrez pas facilement en tout cas. Et Apple étant... je vais en parler après. Parenthèse importante, les commandes par le regard. On en a beaucoup parlé depuis ce matin, là, les commandes par le regard. Alors là, c'est pour l'instant, extrêmement simple. Ça ne fonctionne que sous Windows. Donc c'est facile. C'est forcément un ordinateur ou une tablette qui fonctionne sous Windows pour pouvoir utiliser une commande par le regard. Alors je dis pour l'instant parce que il se trouve que, évidemment, comme bien sûr Google et Apple s'intéressent à la commande par le regard, il est possible que ça évolue. Mais pour l'instant, en tout cas, si vous avez une tablette Android ou une tablette iPad, vous ne pourrez pas utiliser de commande par le regard. Donc, encore une fois, sous réserve, les choses évoluent assez vite. Deuxième chose, à part ces systèmes d'accès à laquelle il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la rétrocompatibilité. C'est ce que je viens de dire un peu avec l'iOS. Par exemple, si vous voulez utiliser l'iOS 13, n'apprenez pas ça par cœur, il vous faut ces iPads-là. Si vous avez un iPad qui n'est pas dans cette liste-là, vous ne pourrez pas utiliser l'iOS 13, c'est-à-dire vous ne pourrez pas utiliser une souris Windows traditionnelle. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Quand je dis un petit peu, je suis gentil. Avec Apple,
Parce que vous avez travaillé avec une application sur un iOS récent, les parents ont par exemple un iPad un peu plus ancien, vous leur dites c'est simple, vous téléchargez l'application, puis comme ça votre enfant aura la même application que celle qu'on utilise dans l'établissement, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. C'est du vécu, ça m'est arrivé 2 fois. D'acheter un iPad pas pour rien, mais... Voilà, je passe rapidement sur les tablettes, quelques infos, quelques indications qui j'espère pourront vous aider. Je vais passer au logiciel. Vous devez commencer à entendre parler, c'est un mot un peu nouveau dans le domaine de la CAA ou dans le domaine des logiciels de CAA. Vous pouvez commencer à entendre parler de logiciels dits robustes. Ça ne veut pas dire que le logiciel est solide. La tablette peut-être, mais le logiciel, on n'en parle pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de CAA robuste ? Je vous ai listé quelques caractéristiques, ça peut être un peu nuancé. Mais en gros, ce sont des logiciels polyvalents, c'est-à-dire des logiciels qui vont vous permettre de faire des tableaux simples, des tableaux plus sophistiqués, des jeux, etc. Des logiciels qui vont être adaptables, c'est-à-dire qui sont capables d'être utilisés soit avec l'écran, soit avec un contacteur, soit avec une commande par regard, soit avec un joystick, etc. Des logiciels qui permettent beaucoup de choix de pictogrammes. Des logiciels surtout, Elisabeth a beaucoup parlé tout à l'heure de vocabulaire de base, mais c'est des logiciels qui sont construits autour de cette notion de vocabulaire de base. C'est-à-dire des logiciels qui donnent un accès rapide aux mots fréquents et également des logiciels qui permettent d'avoir du vocabulaire spécifique. Je ne rentre pas plus dans les détails, vous avez les stands qui sont concernés dans le hall qui est là-bas. Des logiciels qui proposent un grand choix de voix, je vais y revenir un petit peu. Des logiciels qui donnent accès à des applications, par exemple, des logiciels qui permettent d'aller sur Skype, Facebook, etc. Et puis des logiciels qui conjuguent les verbes. Voilà, ça c'est un peu les caractéristiques principales de ce qu'on appelle les logiciels robustes. Actuellement, il n'y en a pas 36. En gros, voilà les logiciels concernés. Grid 3 avec son application Supercore, qui est en voie de traduction en français. MindExpress avec son application Score. Le logiciel qui s'appelle Snap. Alors le plus a disparu récemment, très récemment, donc c'est plus Snap, plus Core First, c'est Snap Core First. Proloco et enfin MinSpeak. Alors MinSpeak, je vais juste m'y arrêter un tout petit peu parce que c'est assez particulier, c'est différent des autres systèmes. Donc là, voilà, vous avez la liste à peu près de ce qu'on appelle les logiciels robustes, c'est-à-dire les plus polyvalents qu'on peut trouver actuellement avec la conjugaison des verbes, justement. Je m'arrête juste un tout petit peu sur MinSpeak parce que MinSpeak fonctionne un tout petit peu différemment du reste. Tous les logiciels, tous les systèmes de communication, même papier, fonctionnent tous avec le même principe, surtout papier, c'est-à-dire qu'une image égale un mot. Vous avez un utilisateur qui comprend 10 pictogrammes, il aura 10 mots à sa disposition. Il en comprend 100, ça commence à se compliquer parce que là, peut-être qu'on va être obligé de lui faire 1 ou 2 pages. Il en comprend encore plus, on va être obligé de lui faire beaucoup de pages. On a eu des exemples de classeurs avec beaucoup de pages tout à l'heure. C'est exactement la même chose pour les logiciels. Si un pictogramme égale un mot, quelqu'un comprend très bien, on va lui rajouter des pages. On n'a pas le choix, en quelque sorte. Il n'y a qu'un seul concepteur qui, il y a fort longtemps, il y a au moins 30 ans maintenant, bref, je disais souvent il y a 30 ans, puis maintenant ça va tout 35, mais bon, avant je disais 25, bref. Donc il y a un concepteur aux États-Unis qui a réfléchi les choses de manière différente et qui s'est dit, il y a peut-être une solution pour qu'un pictogramme ne donne pas un mot, mais plusieurs mots. Ce qui va me permettre de supprimer autant que possible les pages. Parce qu'on a une espèce d'antinomie dans le système. Plus quelqu'un est performant, plus quelqu'un reconnaît des pictogrammes, plus on va lui mettre des pages, et donc, du coup, plus on va lui ralentir la communication, puisqu'il faudra qu'il passe d'une page à l'autre sans arrêt. Donc c'est un peu dommage. Plus quelqu'un est performant, plus on va le ralentir. À la limite, on va lui donner un dictionnaire, il aura tous les mots de la langue française, mais alors bonjour, pour communiquer un dictionnaire, c'est pas possible, quoi. Donc MinSpeak repose sur un principe différent. Je ne m'attarde pas là-dessus. Il y a quand même une chose qu'il faut retenir, qui est assez remarquable avec MinSpeak, c'est quand on va dans les conférences internationales et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, d'équipements divers et variés, il faut bien reconnaître que ceux qui discutent le plus sont quand même ceux qui utilisent MinSpeak. Alors le plus, on va dire le moins lentement, pour être un peu plus correct. Je passe rapidement. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Alors dans le futur, il y a une chose dont je vous parle tout de suite qui n'est déjà plus dans le futur, mais c'est ça. Il y a une société française qui est le leader mondial dans le domaine de la synthèse vocale, qui a inventé une nouvelle technologie, c'est pas vieux, ça date d'1 an, qui s'appelle My Own Voice.
Ça a été fait spécifiquement, au départ en tout cas, pour les personnes qui sont atteintes de la sclérose latérale amyotrophique ou de maladies neurodégénératives. En fait, ce sont les personnes qui parlent, mais dont on sait qu'hélas, dans un temps relativement court, hélas, elles vont perdre la voix. Hein. Eh bien, ce site internet, là, vous allez sur le site d'Acapella, sur My Voice, vous enregistrez votre voix et leur système de calcul va fabriquer une voix de synthèse avec votre voix. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer pour quelqu'un qui est atteint de la maladie de Charcot, enfin de la SLA, une synthèse vocale qui aura son accent, ses intonations, qui sera sa voix en fait. Hein. C'est une technologie toute nouvelle, mais pour les personnes atteintes de la SLA, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose d'important pour tous ceux qui n'ont pas l'oralisation d'ailleurs, d'avoir une voix la plus personnelle possible. Je vous raconterai une petite anecdote si on ne me fait pas signe que je suis trop long. Et dernière avancée qui existe, enfin, dont on nous parle déjà depuis pas mal d'années, dont les journalistes sont friands, c'est l'utilisation de la pensée. Alors, ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux dans l'utilisation de la pensée pour communiquer, c'est encore assez loin d'être au point, mais ça avance extrêmement vite. Extrêmement vite. Il y a par exemple, en imagerie, c'est très très récent, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que, par exemple, quand on écoute un texte, ce sont exactement les mêmes zones du cerveau qui sont activées que lorsque l'on lit un texte. C'est exactement les mêmes zones. Donc, les chercheurs sont en train de travailler sur la reconnaissance des zones du cerveau qui sont activées quand on écoute un texte. Comme ce sont les mêmes zones, ils pensent pouvoir utiliser ce principe pour ensuite commander une machine, commander une synthèse vocale. Voilà. Alors, le thème de la journée de la conférence, c'est la multimodalité. Il est intéressant de voir que les fabricants de logiciels de synthèse vocale fabriquent maintenant aussi, enfin certains d'entre eux, fabriquent aussi des outils papier. Donc c'est très bien parce qu'on se rend compte que même les fabricants de logiciels se rendent compte que de toute façon, pour que la CA fonctionne, il faut qu'elle soit absolument multimodale. Et je terminerai juste avec une petite vidéo, je ne montrerai pas en entier. C'est la maman d'une jeune femme qui utilise un logiciel de synthèse vocale, un de ceux dont je viens de parler d'ailleurs. Donc c'est intéressant, en fait, ce qui est comme souvent intéressant, c'est d'écouter ce que la maman raconte après l'utilisation. Je suis surprise qu'elle sache si vite conjuguer les verbes, hein, parce qu'elle sait conjuguer les verbes, et ça m'épate, je suis épatée. Les vacances. Je. Ai fait. J'ai fait. J'ai fait. À la maison. À la maison. Un tableau avec du sable. Un tableau avec du sable. Bien sûr, au tout début, c'était très approximatif, puisqu'elle n'utilisait pratiquement que les verbes comme à l'identique de ce qu'elle faisait avec son outil de communication papier. Et puis, très rapidement, avec l'aide de sa mère, elle a commencé à construire des phrases, à s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on fait dans la maison, à donner ses idées, à poser des questions. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'elle cherche à s'exprimer, qu'elle cherche à communiquer en posant des questions, en disant également ce qu'elle ressent. Allez. Voilà, j'arrête là, mais c'est intéressant. C'est toujours intéressant ce que disent les parents de toute façon. C'est-à-dire qu'elle utilisait un outil papier. L'outil papier, évidemment, il ne conjugue pas les verbes, bien, alors que le logiciel conjugue les verbes. Et la maman découvre que sa fille a la capacité de conjuguer les verbes. Et on voit toute la fierté dans le regard de la maman. Je trouve ça très beau. Et le papa également qui dit, elle pose des questions. Avec son outil papier, elle posait sans doute pas ou peu de questions. Et je trouve ça très beau. J'aime aussi très bien quand le papa dit avec l'aide de sa maman. C'est autre chose, mais... Voilà, et puis je remonte à la diapo qu'on a vue tout à l'heure. Il faut surtout... je dis souvent en formation, si l'utilisation de l'outil de communication que vous avez fait, que ce soit papier ou logiciel, hein, c'est exactement la même chose, si ça se passe bien, si l'utilisateur s'en sert très bien, c'est que vous n'avez pas fini votre boulot. Parce que s'il s'en sert très bien, très certainement, il a besoin de vocabulaire supplémentaire.
Donc si ça se passe bien, on n'a pas fini. Si ça ne se passe pas bien, on continue le travail, on continue l'apprentissage, ok. Mais si ça se passe très bien, c'est qu'on peut rajouter du vocabulaire. Voilà, je vous remercie. Voilà, j'étais persuadée qu'on allait peut-être mettre une petite anecdote, on avait dit. Joël, Pardon ? vous aviez parlé d'une petite anecdote tout à l'heure. Ah oui, mais j'ai pas eu le temps là. Là, c'est pas possible. J'ai le temps ? Bah, ça dépend, si c'est 1 minute, ça va. C'est 1 minute. Je parlais tout à l'heure de la voix synthétique. C'est important d'avoir une voix la plus personnalisée possible. Et il y a 20 ans au moins, à une conférence Isaac, un peu identique à celle-là, il y avait un jeune garçon à côté de moi qui utilisait une synthèse vocale, mais à l'époque, les synthèses vocales n'avaient qu'une seule voix possible. D'ailleurs, Gauthier l'a avec lui, cette synthèse vocale. Et c'est une synthèse vocale qui n'a donc qu'une seule voix possible. Et ce petit garçon l'utilisait, un petit clavier phonétique qui parle. Donc il était à côté de moi, il me disait des trucs avec sa synthèse, très bien, bon. Et Gauthier, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais il y a au moins 20 ans, monte à l'estrade avec le même appareil. Le petit garçon n'avait pas vu. Et Gauthier commence à expliquer avec son appareil sa vie, la manière dont il communique, etc. Donc avec la même voix, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était la seule qui existait. Et le petit garçon à côté de moi, il a fait un bond comme ça. Il a tapé à toute vitesse sur son clavier et il m'a dit « Mais il parle avec ma voix ». Parce que pour lui, c'était sa voix. Hein, d'où l'intérêt de bien personnaliser autant que possible la voix de la synthèse, parce que pour nos utilisateurs, c'est leur voix. Et après, ce qui a été super, c'est que ce jeune garçon, à l'époque, il devait avoir eu une dizaine d'années, est allé discuter avec Gauthier. C'était super. Avec la même voix, donc. Bon.